Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Suisse Côte en français. Je suis Thomas Bayet et aujourd'hui je vais essayer de vous décortiquer deux termes qu'on entend très régulièrement lorsqu'on parle des banques centrales. C'est les termes hawkish et dovish. Alors on l'a tous entendu, on en parle dans tous les apéros du jeudi soir, mais est-ce que l'on sait vraiment à quoi cela a trait? Prenons donc le temps de revenir dessus quelques instants. On sait tous que les banques centrales sont nos amis et que depuis maintenant bien des années, nous savons qu'elles sont là pour soutenir l'économie, l'aider à fonctionner de manière optimale, gérer l'inflation pour qu'elle reste transitoire et sous contrôle, mais surtout, elles sont là pour empêcher les marchés de trop baisser. Les banques centrales ont le pouvoir de stimuler la croissance ou de freiner l'inflation avec une arme assez basique, les taux d'intérêt. Alors si vous suivez un peu les marchés financiers, vous avez donc certainement entendu parler des termes hawkish ou dovish. Alors qu'est-ce que ça signifie exactement? Comment est-ce qu'ils influencent réellement nos vies? Aujourd'hui, on va essayer de prendre un peu de temps pour mieux comprendre ces deux approches différentes et pourquoi Wall Street a tendance à être obsédé par ces banquiers centraux qui passent de la colombe de la paix au faucon tueur en quelques semaines, voire en quelques instants. Les banques centrales sont donc des institutions publiques qui contrôlent la monnaie et les taux d'intérêt dans une économie. La mission principale ? Maintenir la stabilité des prix et dans certains cas favoriser l'emploi. Ça c'est ce qu'on leur demande de faire à la base. Mais avec les années, leur implication dans la vie des marchés financiers est devenue bien plus complexe que ça. Par exemple, si les banques centrales n'étaient pas intervenues en 2008 lors de la crise des subprimes ou en 2011 lorsque la dette grecque est devenue une catastrophe d'une amplitude quasiment biblique, je ne serais sûrement pas là en train de vous parler finance parce que la finance, celle qu'on la connaît aujourd'hui, aurait littéralement explosé. Ces banques centrales ont plusieurs outils à leur disposition, avec surtout et en premier lieu la fixation des taux d'intérêt. Après, ensuite, il y a l'achat et la vente d'obligations ou de tout autre genre de produits financiers, mais aussi la régulation des banques commerciales. Mais on va pas se leurrer, la mission principale, le truc qui nous obsède tout le temps, l'équation qu'on essaye de résoudre par tous les moyens et tout le temps, c'est ce fameux dilemme. Ce dilemme qui se résume en une seule phrase: comment équilibrer la lutte contre l'inflation avec la stimulation de la croissance économique. Ah oui, parce que, on a tous bien compris qu'en faisant monter les taux, on ralentissait assez logiquement l'économie et que donc on freinait l'inflation. Sauf qu'en ralentissant l'économie, on risque aussi d'impacter l'emploi et les entreprises seront donc obligées de licencier. Et du coup, les gens licenciés ont quand même tendance à moins consommer. Et donc, oui, l'inflation baisse, mais le risque de récession se fait de plus en plus présent. En 2003, Jerome Powell, patron de la Banque centrale américaine, avait même résumé ce dilemme en disant la phrase suivante: « Je préfère nettement devoir aider une économie à sortir de la récession que de devoir faire face à une inflation qui serait hors de contrôle. » C'est là que les termes hawkish et dovish entrent en jeu. D'un point de vue purement sémantique, les définitions sont assez simples. C'est surtout dans l'application que cela pourrait devenir un tout petit peu plus brouillon. Une politique hawkish, autrement dit en français la politique du faucon, fait référence à une approche stricte vis-à-vis de l'inflation. Les banquiers centraux hawkish sont plus enclins à augmenter les taux d'intérêt pour freiner l'économie et empêcher l'inflation de déraper ou de partir en vrille. C'est ce que Jerome Powell a fait pour freiner l'inflation depuis 3 ans, mais c'est aussi ce que Paul Volcker avait fait dans les années 80 lorsque l'inflation était déjà hors de contrôle. Prenons justement l'exemple de Paul Volcker, qui était président de la Réserve fédérale dans les années 80. Pour lutter contre une inflation galopante, il a drastiquement augmenté les taux d'intérêt, provoquant une récession, mais réussissant à ramener l'inflation sous contrôle. C'est une politique typiquement hawkish. On a mis des années à s'en remettre, mais sur le long terme, ça a fonctionné. Lorsqu'à la fin des années 70, l'inflation s'envole aux États-Unis et lorsque la révolution iranienne provoque un nouveau choc pétrolier, Paul Volcker n'a donc pas d'autre choix que de pousser les taux d'intérêt à 18,25 en février 80. Puis,
Il les rebaisse seulement à 10% au mois de juin. Mais l'inflation fait mine de repartir. Il les remonte alors à 19% en février et en juin 81, il les stabilise à 15%. J'ai même pas besoin de vous expliquer ce qui se passerait sur nos marchés financiers modernes si cela venait à se reproduire. Les politiques au quiche sont souvent perçues comme un mal nécessaire. Elles peuvent freiner la croissance économique et augmenter le chômage à court terme, mais elles protègent l'économie contre les effets dévastateurs d'une inflation incontrôlée ou galopante. D'un autre côté, une politique dovish, la colombe en français, est plus axée sur la stimulation de l'économie. Les banquiers centraux dovish préfèrent maintenir les taux d'intérêt relativement bas pour encourager l'emprunt et donc l'investissement, même si cela signifie quand même tolérer une inflation un peu plus élevée que de normal. Par exemple, en 2008, en réponse à la crise financière, la Réserve fédérale, dirigée alors par Ben Bernanke, à l'époque a adopté une politique très dovish. Les taux d'intérêt ont été abaissés à des niveaux historiquement bas pour soutenir l'économie et éviter une dépression. Cette approche a alors permis de stabiliser les marchés qui étaient en pleine crise, mais elle a également soulevé des préoccupations qui pouvaient concerner une inflation future. Ouais, parce que le problème, c'est pas forcément d'utiliser les outils, et c'est d'être capable de mesurer les effets à long terme. Et on sait bien, vous et moi, que de nos jours, le long terme, c'est devenu une figure de style assez aléatoire. Les politiques dovish sont généralement bien accueillies par les marchés boursiers, bien sûr, les taux bas, on aime, et bien accueillies par les entreprises, car elles facilitent donc du coup l'accès au crédit et stimulent une croissance économique. Par contre, si elles sont mal utilisées ou un peu trop bien utilisées, elles peuvent conduire à des bulles financières et une inflation excessive. Alors comment une banque centrale décide-t-elle d'adopter une approche hawkish ou dovish? Ça dépend d'abord des conditions économiques du moment. Et si l'inflation est élevée, une approche hawkish pourrait être nécessaire. Si l'économie est en récession, une approche dovish pourrait être bien sûr plus appropriée. C'est assez logique. Les banquiers centraux analysent une multitude de données économiques. L'inflation, le chômage, la croissance du PIB et puis bien d'autres encore. Là aussi la politique. Leur objectif est donc de trouver un équilibre entre ces différentes variables pour pouvoir maintenir une certaine stabilité économique. Mais en fait, ce qu'il faut surtout retenir de tout ça, c'est que le problème n'est pas tant de savoir si une banque centrale est hawkish ou dovish. Le problème, c'est surtout les phases de transition. Comme nous avons très bien pu l'observer entre octobre 2023 et septembre 2024, rien qu'à l'idée de voir Jérôme Powell baisser les taux un jour prochain, les marchés se sont envolés dans cette anticipation. Alors peut-être que vous vous demandez, mais en quoi cela me concerne-t-il? Je ne suis pas une banque centrale. Détrompez-vous, cela vous concerne justement au plus haut point. Oui, parce que le fait qu'une banque centrale soit hawkish ou dovish influence directement votre quotidien. Un taux d'intérêt plus élevé, ça signifie que vos emprunts, comme vos prêts hypothécaires ou vos crédits à la consommation, vos leasing, forcément vont devenir plus chers. Par contre, dans l'autre sens, un taux d'intérêt plus bas facilitera donc l'accès au crédit, ce qui peut stimuler vos dépenses et vos investissements. De même, l'inflation affecte le pouvoir d'achat de votre argent. Si la banque centrale laisse l'inflation augmenter, cela peut éroder la valeur de votre argent, de votre épargne, et rendre forcément la vie un peu plus chère, on l'a vu ces dernières années. Je crois que ce que l'on vit depuis le crash du Covid nous permet assez facilement de bien comprendre ce que ces deux approches ont comme conséquence sur notre vie quotidienne. Nous sommes régulièrement passés par les deux étapes successivement et dans tous les sens. La baisse des taux foudroyante pour relancer les économies post-Covid, puis la hausse spectaculaire de ces mêmes taux pour stopper l'inflation, nous a mis face à des cas pratiques impressionnants sur une durée extrêmement courte. En conclusion, comprendre la différence entre une politique hawkish et une politique dovish est essentiel pour décrypter les décisions des banques centrales et leur impact à terme sur l'économie mondiale. Ces décisions influencent nos vies et déterminent l'avenir économique de nos sociétés et ne sont pas à prendre à la légère. Dorénavant, vous savez pourquoi il faut plus se méfier du faucon que de la colombe, même si cette dernière n'est pas complètement sans danger non plus. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Passez une très belle journée et on se revoit bientôt pour d'autres vidéos et d'autres Morning Bull Live. Bye bye!